Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. À quelques kilomètres d'Arles et de la vallée du Rhône, se dresse un vaste espace sculpté par la nature, les Alpilles. Ces impressionnantes falaises de calcaire dominent toute la plaine et les champs d'oliviers jusqu'en Camargue. C'est le pays d'Arles. La ville est célèbre pour ses monuments antiques. On l'appelle la petite Rome des Gaules. Mais sous ses toits, la cité abrite un patrimoine méconnu, un trésor caché au hasard des rues. Jean-Marc Bernard est chargé de réaliser l'inventaire de toutes ces richesses. La richesse du patrimoine arlésien est telle, j'ai jamais trouvé une ville où il y ait autant de richesses entassées de toutes les époques, de toutes les natures. C'est vraiment une ville fascinante pour qui aime le bâti et alors d'une qualité extraordinaire. Ça, c'est une déclaration d'amour, ça. Ah, totalement, totalement. C'est le grand amour de ma vie. Enfin, un des amours de ma vie. Pour découvrir ces traces de l'histoire de la ville, Jean-Marc monte sur les terrasses de l'église des Prêcheurs. Depuis le toit de cet édifice, la vue sur la vieille ville est spectaculaire. D'ici, on aperçoit la quasi-totalité du cœur du secteur sauvegardé, c'est-à-dire de l'ancienne cité emmurée. Et ça peut être pris comme un jeu de piste, c'est-à-dire que là, on peut essayer d'analyser ce qu'on aperçoit. Vous voyez, par ici, là, nous avons une tour du 5e siècle, vous voyez, qui est vraiment englobée dans le bâti actuel. Et c'est une construction qu'on aperçoit de nulle part. Et c'est véritablement ainsi que on peut définir la ville d'Arles, un enchevêtrement, une accumulation de bâtiments de toutes époques qui finissent par donner ce charme tout à fait particulier à cette ville. Ce charme particulier s'est construit au fil des siècles. La ville a été une colonie romaine, puis la préfecture des Gaules, avant de devenir la résidence des premiers comtes de Provence. Une histoire inscrite dans le plan même de la cité. Là, nous sommes sur la place de la République. Ça, c'est la plus grande place de la ville d'Arles, du centre ancien tout du moins, et qui est bordée de monuments emblématiques. Là, un grand bâtiment classique qui est l'hôtel de ville du XVIIe siècle, élevé sous le règne de Louis XIV, qui englobe un campanile, une tour de l'horloge qui lui donne un peu son originalité, qui date du XVIe siècle. Et nous pouvons aussi suivre sur le bâtiment la disparition des emblèmes royaux qui avaient été placés là à la gloire de Louis XIV et que, après la Révolution, on s'est attaché à faire disparaître. Par exemple, là, nous avons ces deux personnages ailés qui, bien évidemment, n'entouraient pas le RF de la République française, mais des armoiries royales. Là, au premier étage, les deux sphinges qui sont de part et d'autre, entourées des bustes qui ont disparu. Et
tout en haut du fronton, l'emblème de la face royale, le roi soleil dans son rayonnement. Il ne reste plus que le rayon et il n'y a plus la face a disparu. Arles possède aussi des traces méconnues de son histoire. Pour les préserver, la ville a entrepris le plus grand inventaire jamais réalisé. Près de 5000 immeubles à répertorier. On part à la découverte de quelques lieux originaux du paysage arlésien. Il y en a un petit peu partout sur la ville d'Arles, hein, un peu partout, n'importe où. Ici, voilà, une porte du 15e ou 16e, vous voyez, qui est dans la... qu'on lit dans les maçonneries. Et partout, comme ça, dans cette ville d'Arles, on trouvera des choses pareilles. Ici, des fenêtres Renaissance. Là, une gargouille en forme de masque. Et plus loin, un visage d'Indien datant de la découverte des Amériques. Les curiosités ne demandent qu'à se laisser découvrir. Mais il existe des témoignages bien plus difficiles à retrouver. Dans cette rue s'élevait au Moyen-Âge le cloître des Carmes. Jean-Marc Bernard en a retrouvé des vestiges cachés dans le garage de cet habitant. Bernard, allez-y. Là, vous voyez, dans ce somptueux entrepôt, il y a encore tout le plafond avec ses nervures, ses arcs formerés sur les côtés, qui est intact. Hein. Donc, on est sur l'ancienne clôture du monastère, avec ce mur d'une extraordinaire épaisseur. Et ensuite, ce sont des bâtiments qui sont venus s'accoler contre. Hein. On peut, comme ça, retrouver le tracé de l'ancien cloître en jeu de piste à l'intérieur du pâté de maison. Mais la surprise la plus inattendue se trouve dans cette agence bancaire. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Ici, il y a 10 ans, les impressionnants décors de l'église des Carmes ont été retrouvés. Là, nous sommes dans la chapelle de l'Assomption et la chapelle du Scapulaire. C'est une chapelle mortuaire qui a été élevée par Nicolas des Albert à la toute fin du XVIe siècle en mémoire de sa femme. Et alors, vous voyez, c'est somptueux, une dentelle de pierre, une sculpture extraordinaire. Naturellement, nous la voyons maintenant à son avantage. Il faut imaginer qu'il y a fort peu de temps encore, parce que les travaux datent de 2002, il y avait un plancher intermédiaire qui divisait cette chapelle dans le sens de la hauteur, voyez-vous. Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas du tout l'échappée qui nous permet maintenant de juger de l'esthétique de cette splendide voûte. Nous savions qu'il existait l'église des Carmes, il y avait des restes importants de l'église des Carmes, mais on était loin d'imaginer qu'il pouvait rester des vestiges aussi importants, et même cette polychromie que nous apercevons, c'est une polychromie d'origine, ça c'est vraiment une surprise. Et puis alors la finesse des sculptures, c'était totalement insoupçonnable. La restauration de cette agence bancaire a duré 2 ans. Et comme le permet la tradition, l'artisan tailleur de pierre qui a rénové ces chapelles a laissé la trace de son passage. Il s'est amusé à sculpter le visage de Jean-Marc lui-même. Parmi cette profusion de bâtiments anciens, la ville d'Arles abrite un chef-d'œuvre de l'art roman. À 2 pas de l'amphithéâtre romain, l'ancienne cathédrale Saint-Trophime. Construite au XIIe siècle, elle porte le nom du premier évêque de la cité. Son portail est l'un des plus grands ensembles sculptés de l'art roman en Provence. Sa restauration a nécessité 7 ans de travail.
Une curiosité de ce portail, c'est de représenter beaucoup de lions. Il n'y a pas beaucoup de lions dans la région. Et là, toutes les forces terrestres, les forces maléfiques sont représentées par des créatures léonines. En latin, hic sunt leones signifie l'endroit où est le danger. Ici sont les lions. Et là, justement, là, ça nous signifiait l'influence des forces terrestres par rapport à la rédemption qu'offre l'Évangile. Au cœur du monument, le cloître le plus célèbre de Provence. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'une des constructions les plus belles de son époque. Pourtant, il y a encore 2 ans, la splendeur du monument était menacée. Ce cloître qui a été malmené par les ans maintenant est arrivé à un point de délabrement et de crasse qui le rendait difficilement lisible. Et donc des travaux de restauration ont été programmés, puis entrepris, et maintenant ils sont en cours d'exécution, dont le dégagement des chapiteaux qui révèle de belles surprises. Mais les galeries romanes et gothiques du cloître n'avaient pas été restaurées depuis le XIXe siècle. Et la finesse des statues avait disparu, abîmée par les fumées et les infiltrations. Le cloître fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Grâce à l'aide d'une fondation américaine, les restaurateurs disposent d'une technologie de pointe, un laser, pour nettoyer les chapiteaux médiévaux. Et les lunettes, jeune homme, oui. D'accord, tout de suite. C'est un faisceau lumineux qui décolle la croûte noire, mais elle peut aussi décoller la rétine. Donc il est impératif d'avoir des lunettes avec des verres spéciaux qui arrêtent le rayon laser. J'enlève la sécurité. Attention, tout le monde a des lunettes. Vas-y. On entend la micro-explosion. Voilà, on décolle la croûte noire. Et on arrive à une couche jaune. Ce laser a été utilisé pour la première fois sur l'acropole d'Athènes. Il permet de décoller les impuretés sans attaquer les motifs de la sculpture. En cours de notre nettoyage, on découvre les traces. Par exemple, des traces faites à la pointe sèche, les traces de préparation pour la sculpture. Et c'est sûr qu'il y a cette intimité avec des gens qui ont fait de la sculpture. Et c'est génial, ça c'est sûr. Il faut en moyenne 1 semaine à Agatha pour nettoyer un seul chapiteau. Mais la restauration du cloître ne s'arrête pas là. Certaines colonnes ont nécessité un travail supplémentaire. Alors où tu en es là? Pour la zone témoin, Oui. alors Sur ce chapiteau partiellement nettoyé, l'eau de pluie a déposé une croûte de calcaire gris qui recouvre le marbre blanc. il y a l'encroûtement très épais, très granuleux, avec ces 2 strates, jaune et gris. Et on arrive à libérer, c'est vraiment qu'en libération des sculptures. Là, on a une feuille qui est plus lisible. Et là, on arrive à trouver les arêtes. C'est pareil pour le détail des galons de la robe, qui est quand même très beau, très bien sculpté. Les drapés. Le marbre du dessous est sain, il est très très sain. On a même les phalanges. Ah, hein. Le but, c'est de ne pas toucher le marbre, conserver l'épiderme du marbre et toute sa lisibilité. Et là, ce qui est remarquable, c'est de retrouver la sculpture comme elle a été il y a 7 siècles. Quoi. Quelques
mois seront encore nécessaires pour que les restaurateurs puissent redonner aux chapiteaux et aux colonnes du cloître de Saint-Trophime leur aspect d'origine. La ville d'Arles doit aussi son rayonnement au vaste territoire qui l'entoure. Un pays d'une grande diversité, marqué par 3 espaces naturels singuliers. Les Alpilles, le pays de la Crau et les marais des Baux-de-Provence. Au Moyen-Âge, ce territoire était dominé par le château des Baux-de-Provence, l'une des plus impressionnantes forteresses de France. Aujourd'hui, ce village est l'un des sites emblématiques de la région. Le château, construit entre le XIe et le XIIIe siècle, surplombe toute la plaine. Tout au long de l'histoire, il a subi un grand nombre de sièges. Et ses bâtisseurs ont dû trouver des solutions pour lutter contre les agresseurs. À flanc de montagne, au pied de la forteresse, ils ont creusé un passage secret. Aujourd'hui, Cyril Dumas, le conservateur, est l'un des seuls à pouvoir l'emprunter. Ici, nous nous trouvons devant la porte secondaire du château. Il faut savoir que dans chaque château, il y a très souvent une légende qui évoque l'histoire d'un passage secret. Au Bourg, on a cette chance, elle est réelle, elle existe. Alors, ce passage est réservé, bien sûr, aux propriétaires des lieux, qui se rendaient directement à l'intérieur du château, en traversant donc la montagne, à travers ce très grand tunnel, qui permettait aussi de laisser passer l'homme et sa monture. Cet escalier souterrain était un passage tentant pour d'éventuels envahisseurs. Mais les attaquants qui s'y risquaient se retrouvaient pris dans un véritable piège. Si une personne réussissait à déjouer donc, l'attention des portiers, et là, s'il ne présente pas la bonne invitation, il risque de souffrir de jets de pierre ou d'autres armes de défense. Le passage débouche en effet sur cette fosse profonde. Les envahisseurs sont alors à la merci des soldats cachés dans ces postes de guet. La puissante forteresse a pourtant été assiégée de nombreuses fois. Pendant ces périodes d'insécurité, les paysans ont souvent dû se réfugier dans les nombreux abris naturels tout autour du rocher des Baux. Eh ben quand tu veux. Thierry, c'est bon. Avec 2 amis alpinistes, Cyril Dumas a entrepris d'explorer ces anciennes caches dispersées dans les Alpilles. Ce type de sortie, ça me permet tout simplement de faire l'inventaire de l'ensemble des traces et des occupations qui se sont succédées sur le rocher. Cette passion, elle vient de l'enfance probablement. J'ai une petite particularité, c'est que mes grands-parents sont originaires des Baux-de-Provence. Donc j'ai pu revenir sur les terres natales, comme on dit. Et c'est ça qui me motive finalement et qui excite ma curiosité. Cyril a déjà visité une trentaine d'abris, certains occupés dès la préhistoire. Les plus impressionnants se trouvent sur le rocher des Baux lui-même. Celui-ci est l'un des plus grands. Il s'ouvre à 15 mètres au-dessus du vide. Au Moyen-Âge, on y accédait avec des échelles. Voilà, c'est ici que je voulais vous emmener. On est dans un habitat perché typique, avec de multiples traces d'occupation. Ici, on a une saignée de calage pour une paroi, probablement. Là, des trous de boulin pour accueillir des poutres ou une toiture.
La vie ici devait être très sommaire. Il faut savoir d'abord que toutes les activités se trouvaient à l'extérieur. On peut imaginer donc des activités liées à l'élevage ou à l'agriculture ou à la taille de la pierre. Et le soir, la famille rentrait se protéger dans cet abri sous roche, avec ici une zone qui a été aplanie, donc une zone plutôt de repos, et là-bas une zone qui évoque une citerne, donc un lieu de stockage pour alimentation. Au XVIIe siècle, Richelieu met fin au pouvoir des seigneurs des Baux qui narguent la puissance royale. Il fait abattre les remparts et démantèle les édifices les plus imposants. Face aux Baux de Provence, ce paysage de rochers cache une des richesses de la région. Ces immenses carrières creusées sous la colline au XIXe siècle. Parmi les plus impressionnantes, la carrière Saragan. Une véritable cathédrale de pierre, la dernière encore en activité. Pascal Bourgier est l'actuel propriétaire de ce site exceptionnel. Depuis plus de 40 ans, il exploite ce chef-d'œuvre taillé par des générations d'artisans. Un savoir-faire hérité de son père. Chaque bloc est découpé à la scie, mais pour juger de sa qualité, c'est d'abord une question d'oreille. Tu veux pas le relever ou non? Pas mal. Sonne de l'un pour moi un peu. Si ça. De l'autre côté. Si le son est clair, c'est que la roche est bonne, quoi. Hein? Et si ça ne sonne pas, à ce moment-là, c'est qu'il y a véritablement un problème, quoi. C'est aussi en faisant sonner la pierre des murs et des plafonds que les carriers progressent au cœur de la montagne. À l'oreille, il traque ce qu'il redoute le plus, la faille qui pourrait menacer l'ensemble de l'ouvrage. En fait, c'est la pierre qui te mène à des endroits. C'est le carrier en lui-même, bon, il faut qu'il y ait de la réflexion, quoi, dans le sens de l'exploitation des galeries. Mais la nature est toujours là, il faut la respecter, quoi. Et bon, et on va en fonction de toutes les fissures qu'il y a, quoi, dans les plafonds. Donc là, évidemment, il y a une sensibilité, quoi, voilà, dans le lieu, quoi. En suivant le chemin de la pierre, les hommes se sont enfoncés au plus profond du massif, creusant parfois d'imposantes galeries. Celle-là, on l'appelle la longue, parce que elle a été surtout longue à faire, quoi. Bon, aussi parce que elle a quand même une longueur tout à fait exceptionnelle, quoi. Voilà. Celle doit faire 37 mètres, hein, presque une quarantaine de mètres. C'est un lieu qui est très attachant, quoi. Moi, je suis là, je fais pratiquement partie des piliers, quoi, maintenant, quoi, donc à soutenir cette carrière, quoi. J'arrive pas à me séparer de ce lieu, quelque part, oui, c'est vrai que je suis amoureux, quoi. À quelques kilomètres de la carrière de Pascal, voici les vallons des Alpilles. Un espace sauvage de garrigues et de pins. Ici, les essences et les senteurs de Provence font le bonheur des abeilles et des apiculteurs. Ce matin, Sophie Berton reçoit un groupe d'amateurs qui veulent installer chez eux leur propre ruche. C'est pas de la trompette, c'est de l'accordéon.
Pour Sophie, la première préoccupation, c'est d'élever des abeilles pour aider à la survie de cette espèce de plus en plus menacée. Ça c'est un dessin qu'on a fait. Hein. T'as des gants, toi ouais. Voilà, vas-y. Regardez, là c'est très beau. Là. Vous voyez, le miel qu'elles ont ramassé, ça brille. Vous voyez, ça c'est du miel d'aujourd'hui, ça, enfin du nectar. Ça fait des mosaïques, hein, ça. Ce que j'apprends surtout, c'est de faire de l'élevage et de préserver déjà la colonie. C'est ça qui est important. D'où l'intérêt de déjà comprendre que l'abeille, il faut déjà qu'elle se préserve par elle-même. Après, si elles nous font du miel, bah, tant mieux, quoi. C'est un cadeau. Dans cette initiation, la connaissance du milieu naturel est essentielle. Avec l'aide de Sophie, les apprentis apiculteurs apprennent à reconnaître les plantes importantes pour la survie des abeilles. Ça, elle s'éclate au mois d'août avec ça. Hein. Et pourtant, ça ne paye pas une mine. Hein. Et ça nous sauve, si tu as des ruches dans les Alpilles et que c'est période sèche, ça les sauve, ça. Moi, j'ai fait des mielés avec ça. Ça fait un miel très noir, qui ressemble un peu au miel de fenouil. C'est un goût de noix. Pourquoi on dit qu'on peut avoir que du miel d'acacia, que du miel de châtaignier, alors qu'il y a plein de plantes autour où les abeilles peuvent aller? Quand une abeille va vraiment polliniser une fleur, elle va jusqu'au bout de cette floraison. Et je vois ici, il y a du romarin et du thym qui peuvent fleurir au même moment. Elles ne vont pas lâcher le romarin, même si c'est vraiment en terminaison de floraison, par rapport à du thym. Eh ben, elles préfèrent le romarin. Poussée par sa passion, Sophie a eu envie de renouer avec une tradition ancienne. Un savoir-faire progressivement abandonné au XXe siècle, avec l'invention des ruches modernes. Vous prenez un petit bout de rotin. Ah, le rotin, on le mouille aussi. Ah oui, toujours aussi, hein, pour qu'il se travaille mieux. Tiens. C'est grâce au talent de Béatrice, une amie vannière, qu'elle peut aujourd'hui faire revivre cette activité insolite. On est en train d'essayer de faire la même chose que ça, c'est-à-dire une ruche en paille, traditionnelle. Hein. C'est vraiment une ruche qui est extrêmement ancienne, qui existait déjà au 15e, 13e siècle. Selon la région, ça peut être de la paille de seigle. En Camargue, on va essayer d'en faire en riz, hein, parce qu'il y en a. Voilà. Il faut sans arrêt en tension. Toujours être aussi bien le cordon que le lien. Il faut de la force. Hein. J'attends. Il ne faut pas craindre les crampes dans les doigts. Et ça va nous prendre combien de temps pour arriver à ce résultat? Pour faire ça, j'ai mis un bon après-midi, on va dire 4 heures, 4 bonnes heures pour faire ça, pour démarrer. Un travail long qu'il fallait sans cesse recommencer, puisqu'à l'époque, la ruche en paille était détruite à chaque récolte. Mais pour Sophie, cette méthode pourrait être une solution pour attirer de nouvelles colonies d'abeilles. Ça, c'est l'outil idéal pour une préservation la plus naturelle possible. C'est une matière naturelle. L'essaim a une forme de ballon. Ça représente exactement la forme initiale d'une ruche en paille. Donc, tous ces éléments-là font quand même que l'abeille, c'est pas un hasard si depuis 3 millions d'années elle est sur Terre et qu'aujourd'hui elle meurt. C'est parce qu'il y a cette approche de l'homme et de l'abeille qui n'existe plus. C'est peut-être un outil peut-être utopique de ma part, mais j'ai envie d'essayer quand même. Attends, je vais craquer. Mais non, tu vas pas craquer, tu vas voir. ça va. Le projet de Sophie est ambitieux. Elle veut reconstituer un appier traditionnel de Provence. On l'installe là-bas? Ouais. Une 50aine de ruches disposées dans un mur de pierre sèche. Après une semaine de travail, la première ruche est terminée. Voilà, on va la mettre, on va l'enquiller là, comme on dit en Provence. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est calé. Voilà. Comment ça marche alors, une ruche comme ça? Alors ça me fait rigoler, oui. Comment ça marche? Bon, d'abord, il faut aller chercher un essaim d'abeilles. Ouais. Hein, soit accrocher à une branche, par exemple. Donc, l'avantage, c'est vous retournez votre panier. Il y a un essaim qui pend sur une branche. Vous secouez la branche, pof, nickel, ça tombe dedans. D'accord? Et après, les abeilles vont rentrer et sortir et elles vont commencer à construire donc de la cire et fabriquer donc le miel, mais aussi pour faire l'élevage de leurs jeunes larves. Voilà. D'ici à quelques mois, des dizaines d'essaims partiront à la conquête de ce nouveau paradis.
Au Moyen-Âge, s'étendait ici un vaste domaine. Des vignes, des oliviers, des troupeaux de moutons élevés par des paysans qui devaient verser un impôt au prieuré de Saint-Père d'Entremont. Situé sur la route du sel, cet édifice fortifié, aujourd'hui en cours de restauration, offrait un abri aux voyageurs. Sophie a retrouvé cette ruine sous les ronces il y a 10 ans. Chaque été, tous les membres de son association reprennent le chantier. Parmi les bénévoles les plus fidèles, Simon, le fils de Sophie. À 29 ans, Simon est tailleur de pierre. Après avoir travaillé sur la cathédrale de Strasbourg et la Sagrada Familia à Barcelone, il est revenu s'installer dans la région. En fait, la façade est en train de s'ouvrir. Donc on est en train de voir, parce qu'anciennement il y avait un rempart qui suivait cette partie-là. On est en train de voir pour soutenir cette partie qui est en train de s'ouvrir. Pour Simon, les ruines du prieuré évoquent surtout des souvenirs d'enfance. J'ai commencé quand j'étais gamin, on s'amusait beaucoup avec mon frère dans la garrigue, dans la colline. Et on venait souvent ici, sur les pierres, à grimper. Je ne sais pas si c'était un élan pour moi, cet édifice, pour ce métier. Mais ça m'a touché. C'est toujours un lieu où je me suis senti bien dedans. Et un jour, je suis venu avec des amis. Et ça nous est venu de parler. C'était possible de le rénover. Donc aussi, pourquoi pas. Nickel. Le prieuré a été abandonné au XIVe siècle. À l'époque, une vague de froid s'abat sur la région et ruine les cultures. La misère s'installe et le prieuré est délaissé. Mais aujourd'hui, cette histoire sort de l'oubli grâce au travail de l'association de Sophie. À quelques kilomètres du prieuré, au pied des Baux-de-Provence, se tient chaque automne un événement très attendu. La fête de la pierre, un grand rassemblement organisé par Simon. Juste que je sais pas, pour un petit conseil, oui. Ça arrive à plus avoir la forme. Tu vois, t'as encore un gras ici, là. Ouais. Et là, tu pourrais faire une petite césure. Un week-end au cours duquel les tailleurs de pierre se défient. Parmi les concurrents, des professionnels confirmés, mais aussi de jeunes apprentis. Anaë a 16 ans et elle suit une formation professionnelle dans un lycée de la région. C'est assez spécial comme j'ai découvert la taille de pierre. Un samedi matin avec ma mère, je lui ai demandé d'aller visiter le lycée. Et plus spécialement, en fait, l'atelier taille de pierre, puisque ça m'intriguait. Et dès que je suis rentrée dans l'atelier, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Pour être tailleur de pierre, c'est la passion, c'est ça. La passion du travail, être patient, minutieux, concentré aussi. Et aussi de travailler le matériau comme il est noble. C'est quelque chose de beau. La matière, c'est ce que j'aime, c'est la pierre, la dureté, c'est la matière en elle-même. Après, il y a le geste, le fait que ça défoule aussi. Il y a besoin de se défouler, t'as les nerfs, tu prends un taillant, tu vas taper un coup, ça fait du bien, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est rentrer le soir à la maison après une journée d'atelier, c'est crever, c'est excellent, quoi. On dort comme un bébé. J'adore. Avec cette fête, Simon veut montrer que la taille de pierre est aussi un métier moderne qui doit évoluer avec son temps. Le tailleur de pierre est très traditionnaliste, mais quand même il se rend compte maintenant que faire que de la restauration, à la base de notre métier, c'est être bâtisseur. Donc c'était construire. Et là, on fait que préserver ce qui est déjà existant. Donc quand même, il y a une conscience, même si au début, quand on est tailleur de pierre, on est idéaliste, on imagine tout de suite le tailleur de pierre en bas de la cathédrale.
Mais avec le temps, on se rend compte qu'on n'avait pas fait que pour la restauration. On a envie aussi de créer et d'évoluer. Ouais. Quelques heures plus tard, les lycéens ont bien avancé. David et Brian ont choisi de réaliser un pupitre. Brian se charge de la colonne, pendant que David taille le plateau. Mais pour les deux apprentis, l'objectif est ambitieux et le temps manque. Là, on essaie de rattraper, de mettre quelques moulures supplémentaires qu'on n'avait pas prévu au départ, qu'on a encore un peu de temps. Donc, on essaie de faire le plus vite possible là, pendant la dernière heure qui nous reste. Et tu penses que vous avez une chance de gagner? Bah, toujours espérer. Hein. Dernier coup de ciseau avant que le jury ne délibère. Respect des mesures. Symétrie des pièces. Tout est vérifié. Pour les lycéens, les secondes passent comme des minutes. Pour les meilleurs, c'est bientôt l'heure de la consécration. Donc, le premier des pupitres, c'est Brian et David qui ont gagné. Retour dans la cité d'Arles. Depuis 10 ans, des archéologues remontent du Rhône des vestiges qui révèlent l'importance du port de la cité au temps de César. Mais en août 2011, c'est un incroyable sauvetage qui se prépare. Une équipe s'apprête à remonter l'épave d'un bateau romain. Les moyens sont inédits. Une barge a été installée à l'aplomb de l'épave. Et surtout, pour la première fois en France, des scaphandriers professionnels sont venus épauler les archéologues. On se met d'accord pour la manivelle et les pieds, quoi, une fois qu'on commence à lever. En remontant à ce moment-là. À leur tête, Benoît Poinard dirige les opérations. T'as retendu les câbles Les câbles, ils sont taqués, donc vous pouvez y aller. Pour les scaphandriers, notre quotidien, c'est les barrages, c'est les piles de pont, les façons pétrolières. C'est des mondes beaucoup moins poétiques et romantiques que soulever une épave qui a 2000 ans. Tu peux envoyer le gaz, 150 bars. Les casques des scaphandriers leur permettent de communiquer avec la surface et de transmettre les images du fond pendant la plongée. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Cette épave en excellent état est la plus ancienne et l'une des plus longues barges antiques jamais retrouvées. Eh John? Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok, voilà, je vais vérifier si c'est bon. Si c'est pas fini, je le continue pour le finir. Ok. Sabrina Marlier est l'archéologue qui dirige les opérations scientifiques. Elle est bien la visière. Ouais, c'est bien, ouais. C'est nickel. Je commence à la... Spécialiste des épaves antiques, elle étudie cette barge depuis 4 ans. C'est un bateau qu'on appelle un chaland. Donc c'est un bateau déjà de l'époque gallo-romaine qui est daté assez précisément du début des années 50 après Jésus-Christ. Et un chaland, ça signifie que c'est un bateau à fond plat destiné exclusivement à la navigation en milieu fluvial. On peut considérer que c'est l'équivalent de nos péniches actuelles.
Les relevés sous-marins ont permis aux archéologues de dessiner ce bateau très bien conservé. C'est un grand bateau, un très très grand bateau, puisque l'épave fait près de 31 mètres de longueur pour une largeur d'à peu près 3 mètres. Donc un bateau très étroit mais très très long. C'est un bateau qui était capable de naviguer entre Lyon et la mer, donc dans l'ensemble du Rhône. On sait qu'il s'inscrivait, lui, dans une économie plutôt locale, puisque au moment de son naufrage, il transportait un chargement de pierre en provenance des carrières de Saint-Gabriel, une commune assez proche d'Arles. Selon les premières hypothèses, le naufrage s'est produit pendant un orage qui a provoqué une crue du Rhône. L'eau s'est alors engouffrée dans l'embarcation. Déséquilibré, le bateau a été entraîné vers le fond, emportant avec lui son chargement et tout son matériel de bord. Aujourd'hui, la vaisselle de l'équipage, le gouvernail et le mât sont toujours en place, ce qui rend cette épave unique. Pendant des mois, les archéologues se sont posé une question. Comment sortir de l'eau une épave aussi grande et aussi lourde ? L'équipe de Benoît a imaginé une solution totalement inattendue. Découper le bateau en tronçons avec une simple scie. Aujourd'hui, les scaphandriers testent leur idée pour la première fois. Ok, bah écoute, j'ai commencé la découpe. J'en suis à peu près à un tiers. Et ça se découpe bien. Pour l'instant, je ne suis pas tombé sur de la ferraille. Ok, bien reçu. La coupe est terminée. Vous pouvez commencer la manip du levage. Ok. Sur le ponton, le reste de l'équipe entre en action. Centimètre par centimètre, elle remonte le tronçon de l'épave vers la surface. Ça commence à décoller. Ça s'écarte un peu. Après des mois de préparation, Sabrina est aux premières loges. Mais il est là, le bébé. Mais c'est marrant de voir la coupe, de voir le bateau une fois coupé comme ça. Ouais, c'est bien, t'as la meilleure vue en ces moments-là. Affirmatif. En pensant que ça a été fait il y a 2000 ans. À nouveau, le chaland gallo-romain retrouve la lumière du jour. Sabrina imagine ce moment depuis 4 ans. C'est extrêmement émouvant. Et c'est pas tant parce que le bateau est ancien, c'est surtout parce que ça fait des années qu'on travaille dessus et qu'on l'étudie morceau par morceau. Nous, sous l'eau, il faut que vous imaginiez qu'on voit à chaque fois le bateau, on voit des morceaux de 20 cm sous l'eau. Et là, on a une vue d'ensemble, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Thierry ! La sortie de ce premier tronçon est le début d'un invraisemblable pari. Remonter l'ensemble du bateau en quelques mois seulement. Pour le calage, c'est génial. Ils ont fait un truc... Pour Claude Sintès, le directeur du musée qui va exposer ce bateau, ce sauvetage est un événement. Vous vous rendez compte, là, actuellement, ce bateau, on a les cordages sur lesquels ils ont tiré, on a les maillets avec lesquels ils ont tapé contre les bordées. Donc tout ça, c'est une tranche de vie extraordinaire qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. Et du coup, je vous avoue que là, c'est hors norme. Et ça, c'est fantastique pour nous. Immédiatement après son arrivée sous le hangar, le bateau est installé sous des brumisateurs. Car pour lui, le changement de milieu est particulièrement violent. Après 2000 ans passés sous l'eau,
le bois ne doit surtout pas sécher. Ce qui se passe, c'est que le bois est gorgé d'eau. C'est-à-dire que toutes les fibres à l'intérieur, au lieu d'avoir de la cellulose, elles contiennent de l'eau. Donc ce qui fait que si on sort le bois et si on le laisse sécher, l'eau va s'évaporer et toutes les structures vont s'effondrer. Et dans ce cas-là, on va avoir un bois complètement explosé. Donc voilà pourquoi il faut sans arrêt le mettre soit dans l'eau, soit l'asperger toute la journée. Juste à côté, une autre équipe s'occupe de tous les objets romains sortis de l'eau. Devant la quantité impressionnante de poterie, une solution a dû être trouvée. Ils sont tous différents alors. Un laboratoire, dirigé par David Jaoui, a été directement installé sur le quai. Des feuilles d'eau, oui, avec des perles. Et la finesse de celui-là. Ah oui, en effet. Oui. C'est incroyable, vous êtes en train de reconstituer les caisses telles qu'elles arrivent dans l'Antiquité. C'est vrai. Il faudrait mettre de la paille, on a une caisse antique. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. David réserve une autre surprise à Claude. Elle vient d'être remontée à la surface et va devenir l'un des objets phares de la fouille. Oh là là. Alors il y a tous les autres morceaux qui sont à l'intérieur. Et là, tu as vraiment le vase à libation. C'est une pièce extraordinaire, ça. Ouais, non, c'est absolument sublime, quoi. Les vases à libation servaient au cours de rituels, pendant lesquels les Romains rendaient hommage à leurs dieux. Mais quand on l'a vu sortir de l'eau, là, je dois avouer qu'on était tous quand même un peu estomaqués hein, par la qualité, par le collier. Et c'est la première fois, moi, que je vois un vase à libation de cette qualité, quoi. Là, on retrouve le plaisir, quand on était enfant, de vouloir faire archéologue, de découvrir des beaux objets. Quelques jours plus tard, le tronçon qui vient d'être sorti est démonté, morceau par morceau. Car chaque pièce de bois, chaque élément de métal va subir une restauration très particulière. Ça paraît assez simple. En fait, il faut savoir que ce bois, qui est du chêne, ça s'apparente plus maintenant à une mode de beurre que vous sortez du frigidaire ou même qui est sorti du frigidaire depuis un moment. C'est-à-dire que ça n'a plus aucune résistance. C'est du bois gorgé d'eau, extrêmement fragile. Donc le clou, lui, a été fiché dans ce bois il y a 2000 ans. Donc il faut quand même être très prudent quand on l'enlève. Un peu de marge. Attends. Allez, doucement. Une à une, les 235 pièces qui composent le chaland vont quitter Arles pour vivre à Grenoble la suite de leur aventure. Nous sommes sur le site du commissariat à l'énergie atomique. Ils sont déjà au travail. Bonjour. C'est ici que débute la restauration des pièces du bateau. Ça va bien? Voilà. Donc c'est quelle partie ça? Alors ça c'est les traverses. Elles étaient situées dans la partie centrale du bateau. D'accord, très bien. Elles sont belles, hein? Ah oui, elles sont magnifiques. Pièces, ouais. Pour les premières planches du chaland, le traitement a commencé il y a quelques semaines dans ces bassins. Il consiste à remplacer l'eau contenue dans les fibres du bois par une sorte de résine. Ouais, écoute, ça je pense que c'est un des bordels les plus gros de l'épave, hein, les plus grands en tout cas. Une technique mise au point dans les années 80. Il y a eu beaucoup de recherches au XXe siècle pour sauvegarder les bois. Il y a eu des tas de matières qui ont été étudiées. Il y a eu du sucre, d'autres choses qui ont été testées. Et le polyéthylène glycol, cette résine particulière, est devenue un traitement qui est répandu dans le monde. Toutes les petites étiquettes jaunes que vous voyez, c'est ce qui va permettre après d'assurer le remontage en fait, des pièces architecturales entre elles. En regardant même dans la piscine, grâce à ces étiquettes jaunes, je sais exactement où on se trouve dans le bateau, de quelle pièce il s'agit. Et voilà. Et avec toutes les pièces qu'on voit ici, ça donne une idée du puzzle géant qu'on va avoir à remonter. Voilà. Allez, glouglou.
Alors qu'ici commence le lent travail de restauration, le relevage de l'épave continue à 300 km de là. Sur les rives du Rhône, les plongées s'enchaînent. Dans 4 semaines, tout doit être terminé. Les tronçons de l'épave remontent les uns après les autres. Mais en cette fin du mois d'août, les orages menacent de ralentir le travail. Ok, reçu. Si la tempête s'installe et que les eaux montent, le chantier risque de prendre du retard. C'est bon. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent avec des rafales et qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire le levage pour poser le berceau à terre. Donc on est un peu entre lever et un risque de rafale ou laisser dans l'eau avec les orages qui arrivent. Là, le vent et tout, ça tombe. Finalement, l'orage s'éloigne et le travail reprend. Après 3 mois d'efforts acharnés, les archéologues épuisés reprennent espoir. Là, je commence à me dire qu'on va y arriver, que c'est presque gagné. Je commence à fantasmer, à imaginer mes enfants, les petits-enfants venir au musée, voir le bateau. Et là, on commence à arriver. Un mois plus tard, la météo a finalement permis la remontée des 9 premiers tronçons. Le moment du dernier relevage est enfin arrivé. Aïe, 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 aïe. On va se le rappeler pendant quelques années, ce moment. Ça y est. Aïe, aïe, aïe. Il y a 7 ans, l'épave était découverte. Aujourd'hui, sa proue réapparaît. C'est la fin de tes soucis ou le début des regrets? Je sais pas trop, je sais pas, mais en tout cas, c'est super émouvant. C'est incroyable d'en être arrivé là. Incroyable. Pour la première fois au monde, un chaland gallo-romain complet a pu être remonté à la surface. Ouais, c'est fini. Hein. C'est bon, ça passe. La fin du renflouage de l'épave marque le début d'une nouvelle aventure. Nous retrouverons toute l'équipe face à l'incroyable puzzle du remontage du bateau.